Sir Jude accueillirent un nouveau pensionnaire, mais personne ne pouvait s'attendre à ce genre de pensionnaire-là. C'était un fou qui avait une autre perception du monde, à la fois fou, à la fois déjanté et à la fois fou, à la fois complètement déjanté, mais au fond de lui, il cachait un cœur qui n'était pas celui qu'on pensait, un cœur qui n'était pas celui qu'on imaginait. Ce n'était pas un fou qui était devenu fou à cause de quelque chose qui lui était tombé dessus, c'était un fou qui l'avait décidé. Ce- Cette personne-là avait décidé de devenir folle. Elle était tombée dans une folie noire, intense, une folie qui lui avait pris, une folie qui lui avait pris le coup comme ça, qui lui était tombée dessus. D'un seul coup, un matin, il s'était levé. Tel un monstre, il s'était dit à partir d'aujourd'hui, je vais tuer. Je vais tuer sans même me poser de questions. Alors ils tuèrent encore et encore. Depuis longtemps, à Briarcliff, on entendait que les cadavres s'empilèrent dans les rues. On entendit que les cadavres s'empilèrent les uns sur les autres dans les rues. Des cadavres de femmes et des cadavres de jeunes garçons qui avaient à peine 20 ans. Ces cibles étaient toujours très méticuleuses. Ces cibles étaient toujours très méticuleusement choisies. Très méticuleusement choisies, ces cibles n'étaient que des femmes d'une trentaine d'années qui avaient peut-être toute une famille derrière elles, et les garçons étaient souvent des garçons de 20 ans, méticuleusement choisis, par exemple des garçons qui étaient noirs ou alors des garçons qui par exemple étaient homosexuels. Celui-ci choisissait tout le temps tout le temps des garçons de 20 ans et pas plus. Méticuleux, il prenait les corps et il les traînait. Il les traînait par terre, il les égorgeait. Il les égorgeait et passait un long couteau qu'il avait aiguisé soigneusement dans sa cave. Il pouvait passer des heures face à son miroir à regarder son propre reflet. Mais ensuite, il s'asseyait par terre à côté d'un corps écorché auquel il avait retiré la moindre peau et le moindre ongle qui était, qui était dans un évier. Le moindre ongle, la moindre morceau de peau qu'il avait retiré, qu'il avait enfermé dans un pot en verre, et qu'il collectionnait à l'intérieur d'une armoire. Le corps écorché à côté de lui, les ongles retirés, le pied, le pied qui dévoilait ensuite les phalanges, les os qui étaient dévoilés au grand jour malgré la chair qui restait encore autour. À côté, il était en train de répéter que cet homme était toujours vivant, ou que cette femme était toujours vivante. Ils leur parlèrent comme s'ils étaient toujours vivants, malgré le fait qu'ils avaient été écorchés de la tête aux pieds, que même leur sexe n'avait plus de peau dessus. Alors qu'il était écorché, ils leur parlèrent toujours, ils les accrochaient à des chaînes qu'ils tiraient du haut du plafond. Ces chaînes, au bout, il y avait un crochet. Le crochet était aiguisé, telle la pointe de son couteau. Il enfonçait dessus. Il enfonçait dessus les cadavres avec encore leur peau. Les cadavres avec encore leur peau, après s'être regardés de manière dégoûtante, après avoir ressenti du dégoût quand il s'est regardé dans ce miroir. Et ce n'était pas le miroir qui le dérangeait plus qu'autre chose. Non, ce n'était pas le miroir qui le dérangeait. C'était son propre reflet dans ce miroir. Ce miroir qui était ce miroir qui était près du sol contre lequel il était en train de se regarder. Il était en train de se regarder assis, près du cadavre derrière lui, sous une bâche couverte de sang. Il se regardait. Et avec sa main sur sa joue, il était en train de faire jouer la chair. Il l'abaissait très fort, regardait sous ses yeux, baissait ses yeux vers le bas, regardait ses pommettes, ses lèvres, tirait ses lèvres sur le côté, parfois même passait un doigt dans sa bouche, et tout cela en goûtant le goût du sang qui était resté sous son ongle. Lorsqu'il est arrivé à Briarcliff, il est arrivé bien trop tard pour arriver comme un humain. On l'avait déjà qualifié comme étant une bête, une créature autre qu'un humain. Au fond de sa cave, avant que les autorités ne viennent le chercher et lui mettent une camisole de force et lui enfilent la camisole de force, ce qu'il avait fait était plus terrifiant qu'autre chose. Il s'était regardé dans le miroir et avait écorché un visage, écorchant le visage d'une femme toujours vivante. Il l'avait anesthésiant tout son visage, la femme ne pouvait plus crier. Anesthésiant ses, Anesthésiant ses amygdales et anesthésiant aussi même ses cordes vocales, la femme criait et hurlait, mais aucun son ne sortait. Précisément à l'intérieur de sa cave, il écorchait cette femme, écorchait un morceau de joue qu'il avait cousu sur sa joue à lui, car il ne supportait plus de voir son propre reflet. Une fois que son, une fois que son visage était complètement difforme et que les poings qu'il avait fabriqués avec le couteau et avec un fil et une aiguille n'étaient pas très bien serrés, le sang continuait à couler. Son visage était rouge de sang, mais malgré ça on pouvait apercevoir la chair qui avait séché. La chair du morceau de joue qu'il s'était rajouté avait séché, le sang avait séché en dessous, mais le sang coulait encore plus.
Arrivé à Briarcliff, Sir Jude était en train de lui dire « Toi, toi, tu es un monstre plus qu'autre chose. » Il avalèrent alors le sang sur le bord de sa lèvre avec sa langue qui était rouge, rouge tel le sang. Ils avalèrent le sang qui était en train de couler, la petite goutte qui était sur le point de couler, et touchèrent alors le morceau de joue qu'il avait mis sur le côté, rapprochant de son nez. Rapprochant de son nez un morceau de peau qu'il avait coupé sur le nez de l'un des jeunes hommes qu'il avait dans sa cave. Tous les corps avaient été déposés à la morgue d'un hôpital. Mais Sir Jude, appelé au clergé, Sir Jude, qui avait été appelé au clergé, qui avait été appelé par la sœur principale, qui dirigeait toutes les autres sœurs qui gérèrent Briarcliff. Elle l'avait appelé dehors et lui avait demandé de parler de ce patient, de lui parler de ce patient et d'évoquer qui il était, ce qu'il était réellement. Mais Sir Jude n'évoqua rien de plus que c'était une créature, une bête sanguinaire qui devait faire partie des bêtes qu'il y avait à l'extérieur de Briarcliff. Il n'avait pas sa place à l'intérieur avec Kit, avec Lana ou encore avec les autres. Il avait sa place à l'extérieur avec les créatures de Arthur Arden. Arthur Arden, lui, sous cette lumière blanche et pas naturelle, était en train de jouer encore une fois comme si c'était l'un de ses petits pantins. Comme si c'était l'un de ses comme si c'était l'un de ses petits pantins, l'un de ses sujets, l'un des fous qu'il avait sélectionné au choix de la maison, à l'intérieur de Briarcliff. Ce fou était accroché sans pouvoir se relever. Il lui coupait des membres, arrachait des organes. Pendant ce temps-là, Sir Jude, elle, était en train de voir ce qu'il faisait, de frapper et de tambouriner à la porte, pendant que lui était en train d'ouvrir, mais juste assez pour que Sir Jude ne puisse pas apercevoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle entendait des cris, des respirations fortes, de la folie à l'intérieur de son laboratoire, mais rien de plus que quelques lames qu'elle put apercevoir sur une table en métal. Alors que sœur Marie-Eunice, elle, était partie voir le fou qu'on avait enfermé. Elle était partie voir son visage en lui disant de ne pas se sentir différent. Elle s'était assise à côté de lui, mais avait un bâton avec elle qu'elle avait caché derrière son habit de nonne. Derrière son habit de nonne, elle avait caché un bâton et lui avait dit « Non, tu n'es pas différent. Tu es un fou et rien de plus. » Elle brandit le bâton, comme Sir Jude. Il entend Sir Jude dans le couloir qui sortit du couloir là où il y avait l'endroit où le docteur Arthur Arden était en train de faire ses expériences. Elle sortit de ce couloir et entendit des cris, entendit des hurlements et des respirations fortes. Elle entendit alors hurler Sœur Marie-Eunice qui hurlait sur un patient. « Main sur le mur, hurlait-elle. Et ce patient, main sur le mur, un moment, elle était en train de le fouetter, toujours plus, pour que les petites et les fines gouttelettes de sang finissent par tomber le long de ses jambes. Elle relevait son vêtement et lui a dit « Et maintenant, assis !» alors que Sir Jude est arrivé. Elle s'était appuyée contre le mur en disant et en regardant le crucifix en regardant le crucifix et les autres reliques religieuses qu'il y avait dans la chambre. Elle était en train de la regarder et en lui disant « Toutes mes félicitations !» d'une manière lente à applaudir. Toutes mes félicitations, répétait-elle, en lui disant « Je vous ai pris sous mon aile, mais vous êtes de plus en plus coriace avec les patients. » Celle-ci déposa alors le bâton qu'elle avait choisi. Elle le montra alors à Sir Jude en lui disant « J'espère que j'ai fait un bon choix pour ce patient. » Sir Jude se pencha sur le côté et regarda le patient en disant « Excellent choix, mais la prochaine fois, soyez plus coriace, d'une vraie main de fer avec le patient. Je vais vous montrer. » Et elle fit alors une présentation sur le patient. Elle prit un autre bâton, celui que elle aurait pris. Elle le montra alors à sœur Marie-Eunice, qui était en train de la regarder avec un sourire aux lèvres, comme si elle était satisfaite de ce qu'elle avait fait. Et ce bâton lui servit alors pour frapper et continuer à frapper. Finalement, au sol, le soir, elle rejoignait le patient. Il était l'heure de vérifier les chambres et de regarder s'il n'y avait pas de nourriture ou d'icônes religieuses à l'intérieur. Rien n'était à l'intérieur. Lana était en train d'espérer qu'on ne trouverait pas le calepin et le petit livre qu'elle avait caché, avec le petit stylo pour noter tout ce qu'elle avait caché à l'intérieur. Elle espérait qu'on ne trouve pas ce calepin et que sœur Marie-Eunice, qui était en train de fouiller minutieusement sa chambre, ne le trouve pas. Alors que sœur Jude dit alors juste à la porte « Et vérifiez sous le lit !» Soudainement, Lana eut une impression qu'elle allait trouver.
et que sœur Jude était sur le point de faire en sorte que sœur Marie-Eunice, en fouillant minutieusement, trouve ce calepin. À l'intérieur, elle avait noté des choses sur Briarcliff qui allaient finir dans son article, lorsqu'elle espérait pouvoir sortir de là. Mais sœur Marie-Eunice trouva alors un cahier et le rendit à sœur Jude. Malheureusement, son cahier avait disparu. Lana ne pouvait plus écrire, plus rien. Elle ne pouvait plus écrire, plus rien, elle ne pouvait plus continuer son article. Dans une folie noire, elle continua alors à penser à son article. Elle demanda à aller au cachot pour pouvoir avoir le silence complet. Elle pensa au cachot. Au cachot, elle pensa et réfléchissait à ce qui se passait au-dessus. À l'intérieur du cachot, plus qu'autre chose, c'était pire que derrière ces portes en métal lourdes. C'était pire que dans sa chambre où on entendait la folie à l'intérieur des murs et les grincements du métal. C'était pire au cachot, tout au-dessus, il y avait les chambres. Il y avait les fous, et il y avait Pepper qui ne cessait d'hurler pendant la nuit. Il y avait tous les autres fous, mais surtout Pepper qui ne cessait de hurler pendant la nuit. Les autres patients, Kit qui disait qu'il était innocent en tambourinant contre la porte. Alors ce soir-là, sœur Marie-Eunice partit voir son patient. Elle partit voir son patient préféré, celui qui était l'écorcheur, qui s'était cousu des morceaux de joue et des morceaux de chair sur son visage pour pouvoir ressembler à autre chose. Elle était partie le voir en lui disant « Répétons les grâces ensemble ». Elle le mit à genoux en posant sa main sur son épaule et prit alors simplement les ciseaux qu'il avait cachés pendant les vérifications des chambres. Juste après, il avait caché une paire de ciseaux juste en dessous de son coussin. Malheureusement, les yeux du démon, à travers sœur Marie-Eunice, vit la paire de ciseaux, prit alors le ciseau en main et écorcha alors tout simplement son cou. Sous la lame du ciseau, on entendit la chair se déchiqueter. Le corps tomba et elle le lâcha sur le côté, lui brisa la nuque. Elle repartit voir Arthur Ardenne, qui lui donna un panier garni de pommes d'amour, en lui disant « Prenez-en une ». Mais tout de suite, sœur Marie-Eunice redevint alors l'innocente femme qu'elle était avant, en disant « Non, je ne peux pas accepter ça ». Mais celle-ci se déshabilla. Elle se dévêtut tout de suite et ses yeux se transforma. Le démon reprit le dessus. Elle se dévêtut alors de son habit de nonne et se mit devant Arthur Ardenne, profitant de son corps et de la manière dont elle dévoilait son corps à lui. Elle était en train de défaire son habit de nonne et de lui dire des choses plus ou moins érotiques, alors que lui était en train de faire des choses sur son patient, de lui faire des injections, de lui couper des membres ou alors de regarder l'intérieur de son corps, pendant que elle était en train de se dévêtir et dévoiler son corps. Sœur Marie-Eunice finalement traversa les couloirs satisfaite et revint voir le cadavre qui attendait et se vidait de son sang. Elles le traînèrent jusqu'à l'extérieur et croisèrent sœur Jude qui lui demandait ce qu'elle faisait. Elle lui répondit alors que simplement c'était un cadavre qu'elle avait retrouvé comme ça, considéré comme suicide selon elle. Elle lui mentit en disant que c'était un suicide, qu'il s'était suicidé et qu'elle allait le déposer un peu plus loin. Il s'était donné la mort et allait le déposer un peu plus loin, dans un endroit où on mettait les morts. Un endroit que Ardenne avait fabriqué, une sorte de cuve, de silo, dans lequel on mettait les morts. Elle répéta alors à Ardenne qu'elle avait menti à sœur Jude et qu'il y avait bel et bien un autre cadavre qui l'attendait dans une autre chambre. Celui-ci était pour Ardenne, pour ses expériences, il avait demandé un mort. Il avait demandé un mort à sœur Marie-Eunice, qui avait préparé un mort tout frais pour lui. Tout frais, juste pour que les organes soient encore conservés par la chair.